Ce samedi de novembre, Claire poussait la porte vitrée du restaurant Les Jardins de Saint-Malo, le ventre noué, ses chaussures plates crissant sur le parquet ciré. 29,50 € le menu, presque une journée de salaire à 1850 € net par mois, mais c'était la fête de Matteo, son petit frère. Il fallait bien être là. Ses genoux protestaient après sa garde de 12 heures à l'hôpital, cette fatigue sourde qui s'installait dans les articulations quand on passait sa journée debout entre les chambres de soins palliatifs. L'air climatisé du restaurant sentait le beurre fondu et les échalotes confites, cette odeur riche des établissements qui affichaient leur prix sur ardoise avec fierté. Sylvie, sa mère, 63 ans, ancienne coiffeuse de Saint-Servant, l'attendait au fond de la salle, col Claudine impeccable, rouge à lèvres qui ne bougeait jamais. À côté d'elle, Michel, 65 ans, retraité des chantiers navals, feuilletait le menu sans lever les yeux. Matteo rayonnait dans son costume neuf, celui posté sur Instagram avec 342 likes. 25 ans, cadre chez Sanofi depuis 6 mois, 3200 € bruts. Le chiffre magique que Sylvie répétait à chaque conversation téléphonique. Claire s'assit sur la chaise qui restait, celle face aux portes de la cuisine, et accepta le verre de muscadet que Michel lui tendait sans un mot, sans même croiser son regard. Pas de bonjour, pas de sourire, juste ce geste automatique, comme on sert un invité de dernière importance. Le repas s'éternisa dans un brouhaha de conversations animées. Matteo racontait sa promotion, son bureau avec vue sur la Seine, le séminaire à Lyon prévu en janvier, 120 participants. Sylvie s'extasiait à chaque anecdote, posait des questions enthousiastes, riait de ce rire cristallin qu'elle réservait exclusivement à son fils. Michel hochait la tête avec cette fierté paternelle que Claire ne lui avait jamais vue pour elle en 28 ans d'existence. Claire mangeait en silence, découpant ses Saint-Jacques en petits morceaux méthodiques, sentant son invisibilité habituelle l'envelopper comme une seconde peau. Entre deux plats, Sylvie se tourna vers elle, lui demanda si elle était toujours aux soins palliatifs. Ce métier tellement déprimant. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de plus gai? Claire répondit que oui, depuis 8 ans, qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Sa mère haussa les épaules avec ce détachement cruel qu'elle maîtrisait si bien, murmura « Si tu le dis, ma chérie ». Et le ton était doux, mais le mépris glissait dessous comme de l'huile sous l'eau. Puis vint le moment du dessert. Le serveur apporta une bouteille de champagne Mercier, des coupes scintillantes. Michel se leva, sa serviette encore coincée dans son col de chemise, un sourire large éclairant son visage buriné. Il déclara qu'il voulait porter un toast à son fils, à Matteo qui les rendait vraiment fiers, qui avait tout réussi. Tout le monde leva sa coupe. Claire souleva la sienne aussi, machinalement, sentant déjà ce poids dans sa poitrine, cette prescience désagréable qui ne la trompait jamais. Michel regarda Matteo avec une tendresse qu'elle ne lui connaissait pas, les yeux brillants. Il but une gorgée, puis tourna son regard vers Claire. Quelque chose passa dans ses yeux, quelque chose de froid et définitif qu'elle reconnut immédiatement. Et puis, il y a ceux qui ont été une erreur de naître. Le silence dura 2 secondes. Puis la table explosa de rire. Sylvie d'abord avec son gloussement aigu, puis Matteo qui suivit le mouvement sans même la regarder, puis même le serveur qui détourna vite les yeux, gêné par cette cruauté désinvolte. Claire resta immobile, la coupe à mi-hauteur, sentant tous les regards peser sur elle comme des pierres froides, attendant sa réaction habituelle, son sourire forcé qui dirait que ce n'était qu'une blague, qu'elle comprenait. Mais quelque chose de différent se produisit ce samedi-là. Quelque chose de froid, de définitif, qui remonta du plus profond d'elle-même comme une lame de fond silencieuse. Elle posa sa coupe sur la nappe blanche avec une lenteur délibérée, se leva sans un mot, prit son sac Longchamp usé au coin, et dit calmement, d'une voix qui ne tremblait pas, « Heureusement que je viens d'emménager à Toulouse, à 2000 km d'ici. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on entendait le tintement des couverts dans la cuisine, le murmure des autres tables qui s'étaient tues. Elle marcha vers la sortie, sortit 30 € de son portefeuille, les déposa sur le comptoir avec un sourire poli au maître d'hôtel qui ne savait plus où regarder. Dehors, le vent atlantique fouettait les premiers embruns. Claire monta dans sa Clio de 2012, garée place Bouvet, s'assit au volant, regarda la pluie fine commencer à couler sur le pare-brise, et resta là, immobile,
les mains posées sur le cuir craquelé, pendant 10 minutes qui parurent durer des heures. Elle ne pleurait pas. Elle ne ressentait rien, juste ce vide étrange, presque apaisant, comme si quelque chose venait de se détacher définitivement en elle. À 21h30, elle démarra, roula jusqu'à son appartement de Saint-Servant, 42 mètres carrés qu'elle quittait mardi. Elle monta, s'allongea tout habillée sur son canapé-lit et s'endormit d'un sommeil lourd. Le lendemain matin, dimanche, 8h15, elle prit son téléphone en préparant son café. 23 appels manqués de Matteo entre 22h et 7h du matin. Claire resta immobile dans sa cuisine exiguë de Saint-Servant, fixant l'écran du téléphone qui affichait ses 23 appels manqués. Matteo, son petit frère qui n'avait jamais appelé autant, même pas quand elle avait eu son accident de voiture 3 ans plus tôt. Elle éteignit l'appareil d'un geste sec et le posa sur le plan de travail encombré de cartons à moitié remplis. Le studio sentait le renfermé et le café carte noire. Autour d'elle, sa vie de 28 ans s'empilait dans des boîtes en carton récupérées chez Carrefour, étiquetées au feutre noir. Vêtements, livres, cuisine, rien de précieux, rien qui vaille vraiment la peine d'être transporté sur 2000 km, mais c'était tout ce qu'elle possédait. Elle s'assit sur le canapé-lit Ikea acheté d'occasion en 2016, celui qui grinçait quand on s'y installait, et laissa son regard errer sur les murs beiges qu'elle n'avait jamais repeints. 8 ans dans cet appartement, 8 ans à économiser chaque euro pour un jour partir, pour un jour s'échapper de cette ville où elle étouffait depuis l'enfance. Les souvenirs remontaient, malgré elle, comme une marée noire qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle avait 10 ans quand Matteo était né. 10 ans à être fille unique, à espérer l'amour de parents qui la regardaient comme on regarde un meuble dont on ne sait plus quoi faire. Puis il était arrivé, ce petit garçon aux yeux bleus qui avait tout changé du jour au lendemain. Claire se souvenait de son 12e anniversaire. Pas de gâteau, pas de fête. Sylvie était trop occupée avec le bébé qui pleurait. Michel rentrait tard du chantier naval. On lui avait donné 30 € dans une enveloppe blanche sans un mot. L'année suivante, pour les 2 ans de Matteo, il y avait eu 20 invités, un château gonflable dans le jardin, 200 € de budget. À 16 ans, elle avait voulu faire médecine. Elle se souvenait encore de cette soirée de juin où elle avait annoncé son projet. Les résultats du bac dans son sac, 17 de moyenne. Michel avait à peine levé les yeux de son journal. Les études longues, c'était pour les garçons qui devaient faire vivre une famille. Elle pouvait être infirmière. C'était bien suffisant pour une fille. Matteo, lui, était déjà inscrit dans une école de commerce privée à 3000 € l'année, alors qu'il avait à peine 14 ans et des notes médiocres. Claire avait accepté. Comme toujours. Comme elle acceptait tout depuis qu'elle était petite. Elle était devenue infirmière, avait travaillé dur, s'était spécialisée en soins palliatifs, parce que là au moins, elle se sentait utile, nécessaire, vue. Les mourants la voyaient, eux. Ils lui tenaient à la main, lui disaient merci, pleuraient quand elle partait en congé. Elle se leva, marcha jusqu'au carton marqué souvenir, celui qu'elle avait fermé hier soir sans vraiment réfléchir. Elle l'ouvrit, fouilla entre les vieilles photos, les bulletins scolaires, les diplômes que personne n'était venu voir décerner. Au fond, elle trouva ce qu'elle cherchait, une enveloppe jaunie, l'écriture tremblante de sa grand-mère Madeleine. Elle relut les mots qu'elle connaissait par cœur. « Tu as une force que personne dans cette famille ne comprend. Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière. J'ai mis quelque chose de côté pour toi, pour ton avenir. Tes parents ont les documents. » Claire fronça les sourcils. Elle n'avait jamais rien reçu de sa grand-mère morte 5 ans plus tôt, à part cette lettre arrivée 2 semaines avant son décès. Elle avait demandé une fois à Sylvie, qui avait répondu vaguement que Madeleine n'avait rien laissé, que tout était parti en frais médicaux. Son téléphone vibra sur le plan de travail. Elle le ralluma machinalement. Nouveau message de Matteo, le 24e. « Claire, il faut qu'on parle. S'il te plaît, c'est important. » Elle fixa l'écran, le pouce hésitant au-dessus du clavier. Puis elle éteignit à nouveau le téléphone et le rangea dans un carton. Mardi, elle serait à Toulouse. Mardi, elle commencerait une autre vie. Le mardi matin, 7h15, Claire chargeait les derniers cartons dans le petit camion Europcar,
loué 189 € pour 3 jours. Ses bras tremblaient sous l'effort. Ses genoux protestaient à chaque aller-retour dans l'escalier étroit de Saint-Servant, mais elle refusait de s'arrêter. Chaque carton monté dans le camion était une victoire silencieuse sur 28 ans de résignation. Fatima, sa collègue de l'hôpital, arriva à 8 heures avec des croissants et du café dans des gobelets en carton. 52 ans, infirmière en pédiatrie depuis 30 ans, elle avait cette gentillesse directe des femmes qui ont vu trop de souffrance pour perdre leur temps en politesses inutiles. « Tu es sûre de ce que tu fais ?» demanda-t-elle en soulevant un carton marqué « Livre ». Claire hocha la tête, essoufflée. « Plus sûre que je ne l'ai jamais été de rien. » Fatima la regarda longuement, puis sourit. « Alors vas-y. Et ne reviens pas. » Elles chargèrent les dernières boîtes en silence. Cette complicité simple qui n'avait pas besoin de mots. À 10h30, le camion était plein. Claire rendit les clés de l'appartement à la gardienne, Madame Leblanc, qui lui serra la main en murmurant « Bonne chance, ma petite ». Claire s'installa au volant du camion qui sentait le désodorisant chimique et le tabac froid. Elle programma le GPS. Toulouse. 982 km. 10 heures de route. Elle démarra sans se retourner vers l'immeuble gris, où elle avait vécu 8 ans d'une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Les premiers kilomètres furent silencieux. Claire roulait sur la 4 voies, regardait la ville rétrécir dans le rétroviseur, sentait quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Rennes, Le Mans, Tours, des noms qui la rapprochèrent de cette maison achetée sans même la visiter, juste des photos sur le Bon Coin et la voix du notaire au téléphone. 150 000 €, 25 ans de remboursement, 15 000 € d'apport économisés pendant 3 ans en vivant avec une colocataire qu'elle détestait, en mangeant des pâtes 4 soirs par semaine, en refusant toutes les sorties. Elle s'arrêta à une aire près de Poitiers, vers 14 heures. Mangea un sandwich acheté 7,50 €, but un café tiède. Son téléphone vibra. Elle l'avait rallumé par prudence, au cas où le camion tomberait en panne. 47 appels manqués. Mathéo, toujours. Un SMS de Sylvie, le premier depuis samedi. Reviens à la maison. On doit parler. Tu exagères comme toujours. Claire effaça le message, éteignit le téléphone. Vers 16 heures, elle fit une pause dans un village de Dordogne, cherchant une pharmacie pour acheter de l'aspirine. Ses genoux la torturaient. En sortant, elle percuta un homme qui sortait d'un café, lui faisant renverser sa tasse sur le trottoir. Le café éclaboussa son pantalon beige. « Merde, faites attention !» lâcha-t-il, agacé. Claire rougit, mortifiée. « Je suis vraiment désolée, Il leva les yeux, croisa son regard. 30 ans environ, cheveux châtains, yeux verts, fatigués. Son expression s'adoucit légèrement. « C'est bon, ça arrive. » Il s'éloigna rapidement. Claire resta plantée là quelques secondes, troublée sans savoir pourquoi, puis remonta dans son camion. À 19h45, elle aperçut les panneaux Toulouse. Son cœur battait plus fort, cette boule dans la gorge qui n'était ni joie ni peur. Elle suivit le GPS jusqu'à Saint-Cyprien, roula lentement dans les rues inconnues, cherchant le numéro 15 de la rue des Amandiers. La maison était là. Petite, rose pâle, jardinet de 15 mètres carrés, portail bleu qui grinçait. Claire coupa le moteur, resta assise 5 minutes, regardant cette façade modeste qui était désormais la sienne. Elle descendit, ouvrit le portail avec la clé du notaire, poussa la porte d'entrée. L'odeur de renfermé la frappa, cette odeur des maisons vides depuis trop longtemps. Une femme apparut au portail voisin, la soixantaine, cheveux gris attachés en chignon. « Vous êtes la nouvelle propriétaire ?» Claire se retourna, surprise. « Oui. Claire. Je viens d'arriver. Fatima. J'habite juste à côté. Si vous avez besoin de quelque chose... » Elle laissa sa phrase en suspens, sourit chaleureusement. Claire sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. « Merci. C'est gentil. » Fatima repartit vers sa maison. Claire entra dans la sienne, s'allongea sur le sol froid du salon vide, fixa le plafond fissuré et laissa enfin les larmes couler. Claire se réveilla à 6 heures du matin, le corps courbaturé d'avoir dormi sur le matelas gonflable Décathlon, acheté 29 € la veille. La maison sentait encore le renfermé malgré les fenêtres ouvertes toute la nuit. Elle prépara son café dans la petite cafetière Senseo posée à même le sol de la cuisine, le seul appareil qu'elle avait déballé,
et regarda le soleil se lever sur le jardinet envahi de mauvaises herbes. Son premier jour à l'hôpital Purpan commençait à 8 heures. Elle avait préparé ses vêtements la veille, repassé sa blouse blanche avec le fer de voyage, vérifié 3 fois l'itinéraire sur son téléphone. 20 minutes en bus depuis l'arrêt rue des Amandiers. Elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Le service de soins palliatifs occupait le 2e étage de l'aile sud, des couloirs blancs qui sentaient le désinfectant et cette odeur particulière qu'elle connaissait si bien, ce mélange de médicaments et de mort qui approche. Le docteur Renaud, chef de service, l'a reçue dans son bureau encombré de dossiers. 58 ans, cheveux poivre et sel, poignée de main ferme. « Bienvenue à Toulouse, Claire. J'ai lu votre CV. 8 ans en soins palliatifs. C'est rare chez quelqu'un de votre âge. J'aime ce travail. C'est important. » Il la regarda avec attention, comme s'il cherchait à lire entre les lignes. « Vous venez de Bretagne, c'est ça? C'est loin. » Un nouveau départ? Claire hésita, puis hocha simplement la tête. Il n'insista pas. L'équipe était composée de 7 infirmières. Nathalie, 45 ans, infirmière senior, la toisa dès la première minute avec cette hostilité à peine voilée des femmes qui voient leur territoire menacé. Elle répondit aux questions de Claire par monosyllabes, lui attribua les tâches les plus ingrates, la reprit sèchement devant une erreur mineure de dosage qui n'eut aucune conséquence. « On fait comme ça ici, pas comme en Bretagne. » Le ton était coupant. Claire baissa les yeux, sentit cette vieille habitude de soumission remonter comme un réflexe pavlovien. Les patients, eux, étaient les mêmes qu'à Saint-Malo. Monsieur Ferreira, 72 ans, cancer du pancréas en phase terminale, qui lui serra la main en souriant malgré la douleur. Madame Laurent, 81 ans, qui attendait depuis 3 jours la visite de sa fille qui ne venait jamais. Claire resta 10 minutes à son chevet après sa garde, lui tenant la main, écoutant ses histoires de jeunesse qu'elle avait déjà racontées 5 fois. À 18h30, elle rentra dans sa maison vide. Pas de meubles, pas de télévision, juste quelques cartons empilés contre les murs. Elle mangea des pâtes au beurre debout dans la cuisine, trop fatiguée pour déballer une assiette. Son téléphone vibra. 63 appels manqués maintenant. Matteo n'abandonnait pas. Un nouveau message vocal. Cette fois, elle l'écouta. « Claire, c'est moi. Écoute, il faut vraiment qu'on parle. J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de papa. Des documents sur mamie Madeleine. Tu te souviens qu'elle avait mis de l'argent de côté pour toi? Il y avait 30 000 €. Papa et maman les ont pris 3 mois après sa mort, pour payer mon école de commerce. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Claire sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit par terre, le dos contre le mur froid, le téléphone tremblant dans sa main. 30 000 €, l'argent qui aurait payé ses études de médecine, l'argent qui aurait changé sa vie, volé, par ses propres parents, pour son frère adoré. La nausée monta, violente et immédiate. Elle courut aux toilettes, vomit son maigre repas, resta agenouillée sur le carrelage glacé, le front posé contre la cuvette, incapable de bouger. Quand elle put enfin se relever, elle composa le numéro de Matteo. Il décrocha à la première sonnerie. « Claire, écoute-moi. Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» Sa voix était blanche, presque inaudible. « Parce que je viens de comprendre. Parce que ce n'est pas juste. Parce que... » Il hésita. « Parce que samedi soir, j'ai réalisé plein de choses. » Claire raccrocha sans répondre. Elle éteignit le téléphone, le jeta dans un carton et resta assise par terre dans le salon vide jusqu'à minuit, les yeux fixés sur le plafond fissuré, sentant quelque chose se briser définitivement en elle. Le lendemain matin, elle se présenta au travail avec une heure d'avance, les yeux cernés mais le visage parfaitement neutre. Les jours suivants passèrent dans un brouillard épais. Claire fonctionnait en mode automatique, se levait à 6 heures, prenait le bus, accomplissait ses tâches à l'hôpital avec une précision mécanique qui inquiétait même le docteur Renaud. Il la convoqua un mardi matin dans son bureau, lui demanda si tout allait bien, si l'intégration se passait correctement. Elle répondit que oui, tout allait très bien. Merci, docteur. Il la regarda longuement, hocha la tête sans conviction. Nathalie continuait sa guerre froide, lui reprochant des erreurs imaginaires, la reprenant devant les patients, sabotant ses plannings. Claire encaissait sans broncher,
cette capacité à absorber les coups qu'elle avait développés depuis l'enfance. Mais une autre infirmière, Léa, trentenaire aux cheveux courts, commença à prendre sa défense ouvertement lors des réunions d'équipe, pointant les incohérences de Nathalie avec une franchise qui étonna Claire. Le soir, elle rentrait dans sa maison à moitié vide. Elle avait acheté un canapé-lit d'occasion sur le Bon Coin, 150 €, une table Ikea à 49 €. Le reste attendrait. Chaque euro comptait. Les premières factures tombaient. Électricité, eau, taxes foncières, assurance. La réalité de la propriété s'abattait sur elle comme une avalanche de chiffres qui ne pardonnaient pas. Elle vérifiait son compte bancaire chaque soir avec une angoisse grandissante. 318 € jusqu'à la fin du mois. La chaudière avait rendu l'âme le week-end dernier, le plombier demandait 800 € de réparation, elle avait négocié un paiement en 2 fois, accepté de faire des heures supplémentaires à l'hôpital malgré la fatigue qui s'accumulait dans ses articulations. Un jeudi soir, alors qu'elle mangeait ses pâtes habituelles debout dans la cuisine, on frappa à la porte. Fatima, sa voisine, se tenait sur le seuil avec un plat de couscous fumant recouvert de papier aluminium. « Tu as l'air épuisée, ma belle. Mange. » Claire sentit les larmes monter, cette gentillesse simple et directe qui la désarmait complètement. Elle invita Fatima à entrer, s'excusa pour le désordre, pour le manque de meubles. La femme balaya ses excuses d'un geste de la main, s'assit sur le canapé-lit défoncé, la regarda manger en silence. « Tu fuis quelque chose ?» demanda-t-elle enfin, sans détour. Claire hocha la tête, la bouche pleine, incapable de parler sans pleurer. « Ta famille ?» Nouveau hochement de tête. « Alors tu as bien fait de partir. La famille qui fait du mal, ce n'est plus la famille. C'est juste des gens qui partagent ton sang. » Ce soir-là, Claire raconta tout. Le toast humiliant, l'invisibilité de toute une vie, Mathéo l'enfant prodige, et les 30 000 € volés. Fatima écouta sans l'interrompre, hochant parfois la tête avec cette compréhension qui n'avait pas besoin de mots. « Tu peux les poursuivre en justice, » dit-elle finalement. Claire secoua la tête. « Ça fait 5 ans, et je n'ai pas de preuves écrites. Mathéo a juste trouvé un relevé bancaire. Alors laisse tomber l'argent, mais pas ta dignité. » Les semaines passèrent. Claire commença à consulter une psychologue, Madame Dubois, recommandée par Fatima. 45 € la séance, elle ne pouvait s'en offrir qu'une par mois. Mais ces 50 minutes dans le cabinet de la rue Alsace-Lorraine devinrent son ancrage, son espace pour nommer enfin ce qu'elle avait vécu. Maltraitance émotionnelle, négligence affective, favoritisme toxique, des mots qui donnaient forme à la douleur informulée de 28 ans. Un samedi après-midi, alors qu'elle désherbait son jardinet, un homme apparut au portail. La trentaine, cheveux châtains, yeux verts. Elle le reconnut immédiatement, cet homme qu'elle avait percuté dans le village de Dordogne. « On se connaît, non ?» dit-il en souriant. Claire rougit, se releva, épousseta ses genoux terreux. « Je vous ai fait renverser votre café il y a 3 semaines. »« Ah oui, la catastrophe ambulante. » Il rit. Elle rougit davantage. « J'habite 3 rues plus loin. Julien, kinésithérapeute à Purpan. Claire, infirmière, à Purpan aussi. Toulouse est vraiment un village, finalement. » Il restera là, debout de chaque côté du portail bleu, à échanger des banalités sur le quartier, l'hôpital, la météo. Mais quelque chose passait dans l'air, une légèreté que Claire n'avait pas ressentie depuis des mois. Quand il partit, il se retourna une dernière fois. « Si tu veux un café pour compenser celui que tu m'as fait renverser, je connais un bon endroit rue des Couteliers. » Claire sourit pour la première fois depuis le restaurant de Saint-Malo. « D'accord, mais je paie. Je te dois bien ça. » Ce soir-là, elle ralluma son téléphone. 112 appels manqués. Un email de sa mère reçu ce matin même. « Nous organisons les 60 ans de ton père en août. Toute la famille sera là. Ton absence serait embarrassante. » Claire fixa l'écran longuement, puis éteignit le téléphone sans répondre. L'email de sa mère resta 3 jours dans sa boîte de réception. Non lu, mais pesant comme une pierre dans l'estomac de Claire. Elle le rouvrait chaque soir, fixait l'objet du message, 60 ans de papa, et refermait l'application sans le lire entièrement. Elle connaissait déjà le contenu. L'injonction déguisée en invitation. La culpabilité servie avec politesse.
Le travail devenait son refuge. Monsieur Ferreira s'éteignit un mardi matin, paisiblement, sa femme tenant sa main gauche et Claire tenant la droite. Elle resta après sa garde pour aider la famille, remplir les papiers, appeler les pompes funèbres. Le docteur Renaud la trouva dans le couloir à 20h, lui demanda pourquoi elle ne rentrait pas chez elle, si tout allait bien. Elle répondit qu'elle voulait juste finir quelques dossiers. Il posa sa main sur son épaule, avec une gentillesse paternelle, qui lui fit monter les larmes aux yeux. Madame Laurent, elle, attendait toujours sa fille, qui ne venait jamais. Claire passait ses pauses dans sa chambre, lui parlant de tout et de rien, écoutant ses histoires qui tournaient en boucle. Un après-midi, la vieille femme lui prit la main avec une force surprenante, la regarda avec une lucidité soudaine. « Mon plus grand regret, vous savez, c'est d'avoir passé ma vie à chercher l'amour de gens incapables de le donner. Ma fille, elle ne peut pas m'aimer comme j'aurais voulu. Ne faites pas comme moi, ma petite. N'attendez pas d'être sur un lit d'hôpital pour le comprendre. » Ces mots résonnèrent dans la tête de Claire pendant des jours entiers, se superposant à l'email de Sylvie, à cette invitation qui était en réalité une sommation déguisée. Elle en parla à Madame Dubois lors de leur séance mensuelle. La psychologue l'écouta sans l'interrompre, puis demanda ce qu'elle cherchait vraiment en y allant. Des excuses? De l'amour? Une reconnaissance? Claire resta silencieuse longtemps, fixant ses mains posées sur ses genoux, réalisant avec une clarté douloureuse qu'elle ne recevrait rien de tout cela. Fatima fut plus directe. Elle prenait le thé dans le jardinet de Claire par un samedi après-midi ensoleillé, assise sur les chaises en plastique blanche achetées chez Jiffy. Fatima lui demanda pourquoi elle retournerait dans un endroit où on la traitait comme ça, ce qu'elle espérait trouver là-bas qu'elle n'avait pas trouvé en 28 ans. Claire n'eut pas de réponse. Elle rencontra Julien pour ce café promis un dimanche matin, dans un petit établissement de la rue des Couteliers, qui sentait le pain grillé et la confiture maison. Ils parlèrent de travail, du quartier, de cette chaleur toulousaine qui surprenait Claire habituée aux vents atlantiques. Quand il lui demanda si elle rentrait parfois en Bretagne voir sa famille, quelque chose se brisa dans sa gorge. Elle lui raconta, pas tout, juste l'essentiel. Le toast, le départ, l'invitation pour août. « Moi j'ai coupé les ponts avec mon père à 20 ans, dit-il calmement. Alcoolique violent. Meilleure décision de ma vie, même si ça fait encore mal parfois. » Il la regarda avec une douceur qui lui serra le cœur. « Tu ne leur dois rien, Claire. » Les semaines passèrent dans cette hésitation permanente. Claire écrivit, et réécrivit sa réponse à sa mère, une dizaine de fois. Des versions longues, où elle expliquait tout, des versions courtes et sèches. Chaque version finissait dans la corbeille de son ordinateur. Un soir de juillet, alors qu'elle rentrait d'une garde épuisante, Sylvie l'appela. Sa mère avait réussi à obtenir son nouveau numéro, probablement par Mathéo. La voix était doucereuse au début, presque affectueuse, demandant de ses nouvelles, de sa santé, de sa nouvelle vie à Toulouse. Puis vint l'attaque, déguisée en inquiétude. « Ton père a des problèmes cardiaques. C'est peut-être son dernier anniversaire. Tu veux vivre avec ce poids toute ta vie. » Claire sentit la culpabilité monter comme une nausée familière, cette manipulation qu'elle connaissait par cœur. Elle allait céder, elle le sentait, cette vieille habitude de soumission qui remontait comme un réflexe incontrôlable. « Maman, je dois raccrocher. Claire, ne me fais pas ça. Ton père? Au revoir, maman. » Elle raccrocha doucement, les mains tremblantes. Puis elle ouvrit son ordinateur, écrivit un email sobre qui lui prit 2 heures à formuler. « Je ne viendrai pas. J'ai besoin de distance pour ma santé. Concernant l'argent de mamie Madeleine, je sais ce que vous avez fait. Je ne poursuivrai pas, mais je n'oublierai jamais. Je vous demande de respecter mon choix et de ne plus me contacter. » Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. La réponse arriva en moins de 10 minutes. Son père, 3 phrases glaciales. « Tu es une menteuse. Cet argent nous revenait. Tu es morte pour nous. » Claire lut le message, le relut, sentit quelque chose de froid et de libérateur se répandre dans sa poitrine. Elle ferma l'ordinateur, s'allongea sur son canapé-lit et dormit d'un sommeil sans rêve pour la première fois depuis des mois. Le lendemain matin, Julien frappa à sa porte avec des croissants et du café. « Tu m'as l'air d'avoir besoin d'un petit déjeuner, » dit-il simplement. Claire sourit, un vrai sourire, et le laissa entrer.
Les mois d'été passèrent dans une douceur que Claire n'avait jamais connue. Juillet se fondit dans août sans qu'elle pense une seule fois à l'anniversaire de son père. Cette fête dont elle était définitivement absente et qui se déroulait à 2000 km sans elle. Elle travaillait, rentrait chez elle, cultivait son jardinet avec une patience qu'elle ne se connaissait pas. Les tomates plantées en juin commençaient à rougir. Les herbes aromatiques embaumaient quand elle passait la main dessus. Le travail devenait une source de sens profond, malgré la douleur quotidienne. Madame Laurent s'éteignit fin août, un matin de canicule, où même la climatisation de l'hôpital peinait à rafraîchir les chambres. Sa fille arriva 3 heures après le décès, les yeux secs, demandant immédiatement où récupérer les affaires personnelles. Claire la regarda partir avec les cartons. Cette femme pressée qui n'avait jamais su aimer sa mère mourante, et sentit une tristesse immense, mêlée d'une gratitude étrange. Elle ne serait jamais cette femme-là. En septembre, le docteur Renaud la convoqua dans son bureau. Elle s'y rendit le cœur battant, craignant une mauvaise nouvelle. Mais il souriait, lui indiqua la chaise en face de son bureau encombré. « Je vous propose le poste d'infirmière coordinatrice. 2100 € net. Vous le méritez. » Claire sortit du bureau en état de choc, les jambes tremblantes. Sa relation avec Julien s'approfondit naturellement, comme 2 plantes qui poussent côte à côte sans se gêner. Ils se voyaient 2 ou 3 fois par semaine, marchaient le long de la Garonne au coucher du soleil, dînaient dans de petits restaurants du quartier où l'addition ne dépassait jamais 30 € pour 2. Il lui raconta son père alcoolique, ses nuits d'enfance où il se cachait dans son armoire quand les cris montaient. Elle lui parla de l'invisibilité, du toast, des 30 000 € volés. Un soir, alors qu'il regardait la Garonne couler, Julien lui dit que ce qui l'avait sauvé, c'était d'accepter qu'il ne recevrait jamais ce qu'il attendait de son père, que le jour où il avait arrêté d'espérer, il avait commencé à vivre. Claire hocha la tête, sentant la vérité de ces mots résonner dans sa poitrine. Un samedi d'octobre, Fatima organisa un petit repas dans le jardinet de Claire pour ses 29 ans. Elle invita Léa et Thomas, Isabelle, une ancienne patiente guérie. Ils mangèrent un couscous préparé par Fatima, burent du vin rosé, rirent de ces rires francs, qui ne cherchent pas à impressionner. Julien était là aussi, assis à côté d'elle, sa main posée naturellement sur son genou. Au moment du dessert, Fatima leva son verre. À Claire, qui a eu le courage de tout quitter. Les autres levèrent leur verre en souriant. Claire sentit les larmes monter, mais cette fois c'étaient des larmes de bonheur. Cette émotion rare qu'elle n'avait jamais ressentie dans sa famille d'origine. Ce soir-là, après le départ des invités, Julien resta. Il lui demanda s'il pouvait dormir là, pas forcément pour faire l'amour, juste pour être ensemble. Claire accepta. Ils s'endormirent enlacés sur le canapé-lit. Le lendemain matin, un message de Mathéo apparut. Papa a eu des problèmes cardiaques. Il sera opéré en novembre. Maman m'a demandé de te contacter. Ils aimeraient te voir. Claire fixa le message longuement. La vieille culpabilité monta immédiatement. Et si son père mourait? Puis elle pensa à Madame Laurent, à ses regrets murmurés. Elle répondit après 2 heures. « Merci de m'informer. J'espère que papa se rétablit. Mais je ne reviendrai pas. » Mathéo répondit presque immédiatement. « Je crois que je commence à comprendre. Maman m'a reproché quelque chose pour la première fois hier. » Claire éteignit le téléphone, se retourna vers Julien qui préparait du café. Il lui sourit. « Ça va ? » « Oui. Pour la première fois. Vraiment oui. » Les semaines suivantes passèrent dans une routine apaisante, qui ressemblait presque au bonheur. Claire se levait chaque matin dans les bras de Julien, qui avait fini par emménager officiellement début novembre, apportant ses cartons et son chat tigré nommé Voltaire. Ils partagèrent le café du matin, les trajets jusqu'à Purpan, les dîners simples préparés à 2 dans la petite cuisine qui sentait le basilic et l'ail. Le travail en tant que coordinatrice lui donnait une légitimité nouvelle. Elle organisait les plannings, formait les nouvelles infirmières, accompagnait les familles dans les décisions difficiles de fin de vie. Nathalie avait finalement été mutée après 3 plaintes formelles, remplacée par un jeune infirmier, Marc, qui la respectait et cherchait ses conseils. Mais les messages de Mathéo continuaient. D'abord espacés, puis plus fréquents à mesure que l'opération de leur père approchait. Il racontait que Michel avait maigri, qu'il semblait diminuer, fatigué, que Sylvie était anxieuse,
qu'elle posait sans cesse des questions sur Claire. Pourquoi elle ne répondait plus, si elle viendrait pour l'opération prévue le 23 novembre? Claire lisait ses messages avec un mélange de culpabilité et de détachement qui la surprenait elle-même. Elle en parlait à Madame Dubois lors de leur séance mensuelle. La psychologue lui rappelait qu'elle n'était pas responsable de la santé de son père, que la maladie cardiaque n'était pas une manipulation pour la faire revenir, mais que ses parents l'utiliseraient certainement comme telle. Un mardi soir, 2 jours avant l'opération, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle décrocha machinalement. « Claire, c'est maman. » La voix était douce, presque fragile. Une tonalité que Claire ne lui connaissait pas. « Ton père aimerait te parler. Avant l'opération. Juste toi et nous. Pas de fête, pas de pression. S'il te plaît. » Claire sentit sa gorge se serrer, cette vieille habitude de soumission qui remontait comme un réflexe conditionné. « Maman, je ne peux pas. Il pourrait mourir, Claire. Tu veux vivre avec ça ?» Le silence s'étira entre elles, lourd de 28 ans de manipulation et de culpabilité savamment distillée. « Au revoir, maman. » Elle raccrocha, les mains tremblantes. Julien la trouva assise sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Il s'assit à côté d'elle sans un mot, prit sa main, attendit qu'elle soit prête à parler. Cette nuit-là, Claire ne dormit presque pas. Elle tournait et retournait la question dans sa tête. Et si son père mourait vraiment? Et si elle regrettait toute sa vie de ne pas être allée? Mais chaque fois qu'elle envisageait le retour à Saint-Malo, elle pensait à ce toast humiliant, à ces 30 000 € volés, à toutes ces années d'invisibilité. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle irait, mais à ses conditions. Un café neutre à Rennes, à mi-chemin. 1 heure maximum. Julien l'accompagnerait, attendrait dans un café à proximité. Juste au cas où. Elle envoya un message à Mathéo. « Je peux voir papa vendredi à Rennes. 1 heure. Café de la gare. 16 heures. » La réponse arriva immédiatement. « Merci Claire. Papa sera content. » Le vendredi, elle fit le trajet en train. Julien assis à côté d'elle, sa main dans la sienne. À Rennes, ils se séparèrent devant la gare. Il lui embrassa le front, lui dit qu'il serait là, qu'elle n'avait qu'à appeler. Michel était déjà assis dans le café, près de la fenêtre. Il avait vieilli, maigri, ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse. Claire s'assit en face de lui, le cœur battant, la gorge serrée. « Papa, Claire, merci d'être venue. » Il y eut un silence. Puis Michel commença à parler, à dire qu'ils avaient peut-être été trop durs, que Sylvie et lui n'avaient pas toujours été justes, que c'était difficile d'élever 2 enfants. « L'argent de mamie Madeleine, » coupa Claire. « Pourquoi ?» Michel baissa les yeux. « On pensait que ça nous revenait, pour t'avoir élevé. Mathéo avait besoin. Et moi? J'avais besoin de quoi ?» Silence. Michel ne répondit pas. Claire réalisa alors qu'il n'y aurait jamais de vraies excuses, jamais de reconnaissance complète. Il était venu chercher l'absolution, pas offrir le pardon. Elle se leva calmement. « Je te souhaite que ton opération se passe bien, papa. Vraiment. Mais je ne peux pas revenir. Tu m'as fait trop de mal. » Tu as toujours été si dure, Claire. Cette phrase, ultime manipulation, scella définitivement quelque chose en elle. Elle répondit d'une voix calme. « Non, papa. J'ai toujours été forte. » C'est différent. Elle sortit du café, rejoignit Julien, pleura dans ses bras. Puis ils prirent le train pour Toulouse. Et Claire sentit une paix définitive s'installer en elle. 1 an avait passé depuis ce samedi de novembre au restaurant de Saint-Malo. Claire se tenait dans son jardinet par une matinée douce de fin octobre, les mains plongées dans la terre humide, arrachant les dernières mauvaises herbes autour des rosiers qu'elle avait plantés au printemps. Ils fleurissaient maintenant, roses pâles et blancs, leur parfum délicat flottant dans l'air tiède du sud-ouest. La petite maison rose avait changé. Julien avait repeint la façade pendant l'été, réparé le portail bleu qui grinçait, installé une pergola sous laquelle ils prenaient leur café du matin. Le jardinet ressemblait enfin à quelque chose, avec ses tomates qui rougissaient encore malgré la saison, ses herbes aromatiques qui embaumaient, ce petit coin de paix qu'elle avait créé de ses mains. À l'hôpital, son projet d'accompagnement des familles en deuil avait été validé par la direction. Elle formait maintenant d'autres infirmières, transmettait cette capacité qu'elle avait développée à force de côtoyer la mort,
cette douceur particulière nécessaire pour accompagner ceux qui restent. Le docteur Renaud parlait d'elle comme d'un pilier du service. Claire, un pilier. Elle qui avait passé 28 ans à être invisible. Matteo lui envoyait des messages réguliers maintenant. Leur père avait survécu à l'opération, s'était rétabli lentement. Mais quelque chose s'était cassé entre Matteo et leurs parents. Pour la première fois de sa vie, il avait été critiqué, rabaissé, comparé défavorablement à un collègue. Il avait goûté à ce poison que Claire avait bu pendant des décennies. Il faisait sa propre thérapie maintenant, envoyait des excuses maladroites mais sincères. Claire répondait brièvement, poliment. Peut-être qu'un jour il reconstruirait de quelque chose. Peut-être pas. Elle n'en avait plus besoin pour exister. Fatima sortit de sa maison, traversa le petit muret qui séparait leur jardin, un plateau de thé à la menthe dans les mains. Elles s'installèrent sous la pergola, dans ce silence confortable des amitiés vraies qui n'ont pas besoin de mots pour exister. « Tu as l'air en paix ?» dit finalement Fatima. Claire hocha la tête, surprise de réaliser que c'était vrai. Pas une paix parfaite, pas l'absence de douleur. Elle avait encore des moments difficiles, des dimanches où la tristesse remontait sans prévenir, des anniversaires qui lui serraient la gorge. Mais c'était différent. C'était une douleur qu'elle choisissait de porter, pas une douleur qu'on lui infligeait. Julien apparut à la porte de la cuisine, les cheveux encore humides de la douche, Voltaire le chat tigré sur ses talons. Il lui sourit. Ce sourire simple et vrai qui ne demandait rien, qui offrait juste sa présence. Ils parlaient d'acheter une maison plus grande ensemble l'année prochaine. Quelque chose avec un vrai jardin, peut-être même un enfant un jour. Sans précipitation. Juste des possibilités qui s'ouvraient comme des portes sur l'avenir. Ce soir-là, après le départ de Fatima, Claire s'assit à son bureau, ouvrit un cahier neuf. Elle commença à écrire une lettre qu'elle n'enverrait jamais, un exercice que Madame Dubois lui avait suggéré. Une lettre à ses parents. Elle écrivit qu'elle leur pardonnait, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce qu'elle méritait la paix, qu'ils lui avaient appris malgré eux ce qu'elle ne voulait jamais devenir, qu'elle n'était pas reconnaissante, mais qu'elle était reconnaissante de qui elle était devenue. Elle écrivit que la distance resterait, que c'était nécessaire, que c'était un choix de survie et non de vengeance. Quand elle eut fini, elle ferma le cahier, le rangea dans un tiroir qu'elle ne rouvrirait probablement jamais. Julien la trouva debout devant la fenêtre de la cuisine, regardant le ciel rose de Toulouse qui virait au violet. Il s'approcha par derrière, entoura sa taille de ses bras. « Ça va ?» Claire s'appuya contre lui, sentit sa chaleur, sa solidité tranquille. Game yet. Like, this is our first game. Oh my god, I forgot my disco ball. Hold on a second. The vibes aren't vibing yet. I'm sorry. I'm sorry we don't have our vibes correct in here. Hold up. There we go. We got our vibes now. Thank you very much. Thank you very much. All right. Hello, hello. Turtle. Hello. All right. We're gonna see how this goes. Oh, hold on, Winnie. I need that cute octopus flip. So this is Apoctopus, and we have a channel point redeem to flip him on if he's happy or sad. Yes, and this is Winchester. He's my son. Oh, but I'm gonna unmute and get back into it so we can start some games. Steffi, if you have to raid and run, I totally understand. Make sure you're taking care of yourself and doing all of your post-stream care. Thank you for the raid. I promise to take beautiful care of your community, and we'll just take really good care of them. I promise. Steffi B once got locked in the room forever in early Severance. Oh no, I remember when. That's actually where I met Steffi, was through Severance. It's so cute. I was getting really close. All right, I'm back. How about you just grow up? Has to save each time you change something. Yeah, it's pretty annoying. Did we Yep. did we figure everything out? Yes. Did Steffi get a shout out? I think I have you set up Yeah. with Oh, I need automatic. glasses. Hold on, I need to put glasses on. I can't see. I Without can tell you what I figured out. She can't see without her I glasses. can't see without my glasses. I was looking at my character and I knew I was forgetting something. Your glasses. I have to buy glasses. Yes. Oh, your character isn't bad. She's kind of cute.
the hair. Is this me? I know. Yeah. The hair is pretty insane. I mean, it's okay. Oh, well, how's mine? How's my hair? It's cute and braided. It's and an off to the Odina. side. I mean, what can I say? I make beautiful creations. How's my hair? It's a little Beautiful. messy. Bald is beautiful. It's a man. little messy. The hair is giving Thank you. tired. Thank you, Ford Semi. That one always scares me for whatever reason. All right, y'all. All right, Tyler, you look like you just crawled out of my office's dumpster. thanks, man. That's the nicest thing I think you've ever said to me, to be honest. Oh no, we have ads Yeah, coming if you want some in. lunch, just ask. The last time I snoozed ads was after midnight, so I can't snooze my first ads, y'all. I'm so sorry. They're stupid. We I hate can. them. If you want me to. You can snooze them? Yes, give me the option to snooze it. Wait till it gets closer to 1 and then snooze it. Yeah. To 1 second. Got that Grafton house squatter look. Which one? Her or him? Not me, I'm clean shaved. Oh, stop that. So gross. What are you doing behind me? Let's go. Let's go start one. All right, go ahead and snooze him. I wasn't even behind you. Just next to you. Oh, that gives me the heebie-jeebies, y'all. I don't like it. You 360s, then she was back to normal? Yeah. I think... Oh! That scared me. Okay, oh Whoa! That's weird, my hand like reaches out. no. Oh, I don't... Yeah, I don't Oh. know how I feel about Oh. that. Please do not step in front of me. I might accidentally touch you, and I don't want to. Stay Yes, back. baby, you can have a hug. Hold on a second. Can you? I don't like the way my hand swings. It's snowing outside too. Why am No, I holding like a little night. kid's thermometer? You... So the crucifix is on his pants now. Mine? Yeah, you see it? It's on Yeah. the side of his pants over here. So does that mean it's gonna work? Can you all stop looking at my... So for the cruise... Hold down the active key with nothing in your hand. All right, ready for this? Ready for this? Why Oh. is there a camera on my forehead? What do you mean the? Oh, I hate this. Oh, so if apparently if Why am I like glitchy, bro? What are these frames? if the equipment looks too far away, you can adjust your field of view. What was I getting? Oh, What's that finger Okay. doing up, poking that thing on my head? okay. The keys to turn on the device. Oh, it's in the living room. But it does like motion sense. He like pushes it with his knuckle. Oh, I see. Ghost is in the living. Oh, I like this. Look at the UV is on my belt. Can you still throw You're equipment doing to a the doors? chicken You wing with your cannot. arm. Yeah. Huh? You're doing a chicken wing with your arm. A chicken wing? What do When you you mean look chicken down. wing? Yeah, look. Oh. You cannot No, you throw cannot equipment throw through the front equipment doors through anymore. It just runs into the wall How now. am I? You're ready? How am I supposed to do APOC now? Dude, I feel like I'm just playing VR, just like a worse version. Yeah. But have And the flashlight shows up in your left hand now, which is kind of cool. That is kind of cool because you can now you know you can have something else in your other hand. Oh, ow. Okay, it's the last thing you drop apparently. You do have a watch on your arm. yeah, you have to. Okay, so what is this telling That me? shows How the long we've timer. been in the house. That shows the timer on how long we've been in the house, and I think there's a ring that's supposed to Oh. go around it that shows your sanity, How do I walkie? How do I but walkie? it doesn't work if Not walkie. you walkie the same way you How usually look do. at I my think. wrist? That's how you check your watch for your sanity wrist. without having to go to the truck. Gotcha. Yeah, What But- button do I press? the same button you always press. It, For what? for the walkie. No, Oh, not the to walkie. show The your watch. walkie. If you're not holding anything in your hands, you hold down right click. Hey, we're getting EMF 5. Okay. Dude, what's going on with my wrist? Did I get that? Okay. I feel so
No, before we throw all of our stuff into limbo. Yeah, so if you try to throw your stuff through the front door, it just runs into the front door. Okay. I feel so farsighted. Yeah, you might have to change your field of view. Dude, why is my hand like just Like I reach feel, out to everything? you know, like the older you get, the more you hold your phone away like this. That's kind of how I feel. Hold on, let me see. Dude, my arms just be swinging while I'm walking. Oh, do you think the thing with the firelight? During the spring event, we lost things a few times. Oh no! Have you looked down at your feet? Then a circle? Yeah, your ankles break. Like, ooh. All right, do you want to get this video? You can't developed? light. Okay. You can't You have to light it. the lantern. You have to light it and Yeah, make plug it sure in. it's put down first. Where's the video? Well, I don't have a lighter. I lost anyway. it. I lost the video camera. There it is. Oh, All right, I'm I ready. thought you had I'm it. ready. Everything is so far away. Yeah. Dude, this is a wraith, brother. The Dude, first this is I don't gotta be like- like The headlamp. one of the worst experiences I of my don't either. life. You know what I think? I This think is the very game. chaotic. I think the game. It's like going to Disney World, but like you see Mickey Mouse, and he's just all effed up, you know. Everything's just effed up. It's not like the advertisements. Yeah, you have to wait until the firelight turns all the way on to light it. The smudging is terrifying. It takes the mouse of horrors, literally. It's fine. The journal is really small for me, and my PC isn't that close to me when playing. I don't think field of view helps. Well, let's see. Let's oh my see. god, dude! I gotta sit way up to see this thing. So holding this. Did we When you all like Didn't squint we? and stuff, do y'all open your mouth too, or is that just me? I think I opened my mouth. Do I have a lighter? I do have a lighter. Okay, so for lighting the smudges, since there's 3 of us, I'm going to waste a smudge just to show y'all what it looks like, because you need kind of an extra second when the ghost is chasing you. You can't place the lantern down outside. We've never been able to do Because you Why have do to I like turn it go on by through the screwing whole it? process. So like before, it was like you clicked it, you lit the smudge and threw it. It Now turns off when I pick it up. No. Yeah. yeah, it turns off when you pick it Damn, up. and You then have to when wait I till go it's from fully lit. crouching to standing, my thing about falls off my head. I'm gonna go look for the bone. I think the ghost might have moved. Breaker's on.